Bandelief Bücherbad. Capsule culturelle numéro 6. Le Japon. Avec ses podcasts, Bandelief Bücherbad s'intéresse aux différentes langues et cultures qui font la Suisse d'aujourd'hui. Après 3 podcasts sur d'importantes langues de l'immigration, le portugais, l'espagnol et l'arabe, et une virée du côté de nos compatriotes voisins suisses alémaniques, nous nous intéressons aujourd'hui à la culture japonaise. Il n'y a pas tant de Japonais qui vivent en Suisse, mais notre société, surtout pour les moins de 30 ans, est imprégnée de mangas, jeux électroniques et sushis. Le Japon est un archipel mince et allongé, 9 fois plus grand que la Suisse et 15 fois plus peuplé. Isolé entre la Chine et l'océan Pacifique, il est constitué essentiellement de volcans et de forêts. Son importante population se concentre dans de très grandes villes comme Tokyo, la capitale, qui abrite à elle seule 14 millions d'habitants. Le Japon est à la fois très connu du grand public et très mystérieux. Il n'a été découvert par les Occidentaux qu'à partir de 1850 et fait partie de la petite poignée de pays qui n'ont jamais été colonisés par les Européens. Environ 1300 Japonais vivent en Suisse, essentiellement des expats qui travaillent dans les institutions et les multinationales, ainsi que des couples binationaux et des étudiants fréquentant des écoles privées comme celles de l'Aisin et de Verviers. On peut estimer à 1 millier également le nombre de Suisses vivant au Japon, avec des profils similaires d'expats et de couples binationaux. Au Japon, la Suisse est vue comme un pays de montagne et de paix, avec un air pur et de beaux paysages. Nos politiciens cherchent à nous profiler également comme un pays d'innovation et de start-up, avec un réseau de petites et moyennes entreprises assez similaire à celui du Japon. Mais pour l'instant, ce sont surtout les clichés du dessin animé de Heidi qui demeurent. Lors de nos sorties Bandelief, nous constatons un engouement important, pour ne pas dire une vraie passion pour la culture japonaise chez de nombreux lecteurs. Ça commence bien sûr par la lecture de mangas, mais ça ne s'arrête pas là. Nos livres liés à la culture japonaise et nos livres en japonais sortent également beaucoup. Comment expliquer cet intérêt ? Si je te demande toi personnellement, quels sont tes premiers souvenirs liés au Japon ? Qu'est-ce que tu me réponds ? À titre personnel, je peux témoigner avoir découvert un bout de culture japonaise avec les mystérieuses Cités d'Or, dessins animés cultes de mon enfance. C'est exactement ça. On ne peut pas parler de l'engouement actuel pour les mangas sans faire le lien avec les dessins animés des années 70-80. Dans les années 70, le monde de l'audiovisuel s'ouvre aux enfants avec la création d'émissions spécifiques. Au Japon, on travaille déjà sur des formats de 20-25 minutes, alors qu'en Europe, on ne fait que des émissions de 4-5 minutes, souvent sur la base de marionnettes, filmées plan par plan. Les premières productions, comme les Barbapapa, sont des coproductions des continents américains et européens créées au Japon. Les Américains et les Japonais sont compétents pour créer les contenus, mais les Japonais ont une longueur d'avance et sont moins chers. Récréa 2, émission de la télévision publique française diffusée de 78 à 88, a beaucoup contribué à la diffusion de ces séries animées. Dorothée et son équipe nous ont fait découvrir des dessins animés de toutes origines, parmi lesquels des coproductions franco-japonaises comme Clémentine ou les fameuses mystérieuses Cités d'Or. Les séries purement japonaises comme Albator, Candy ou Goldorak ont tout de suite fasciné les enfants. Au début des années 70, les émissions pour enfants étaient pensées d'abord comme des émissions instructives. Elles ont beaucoup évolué à mesure que les industriels du divertissement mettaient la main dessus. Le merchandising de jouets, textiles et autres produits dérivés est devenu de plus en plus impressionnant. La qualité des contenus est passée au second plan, derrière les enjeux de la sphère économique. Certains dessins animés ont même été conçus pour promouvoir des gammes de jouets. Les exemples les plus emblématiques sont Transformers, Musclor et G.I. Joe. Tous ces dessins animés sont plutôt produits aux USA, directement par les fabricants de jouets, comme le célèbre Mattel ou Hasbro. Les gens lient souvent ce merchandising agressif à la culture japonaise, mais il est emblématique des années 80 et 90. Si nous parlons de notre enfance, nous devons évoquer aussi les premiers jeux vidéo. Nous avons tous joué avec ces gorilles qui jetaient des barils et ce plombier qui sautait par-dessus des champignons. Le Japon, ce sont aussi ces jeux et les consoles qui vont avec. En effet, mais là aussi, ce serait réducteur de nous imaginer envahis par la culture japonaise.
Les premières consoles de jeux développées dans les années 70 par la société Atari sont américaines. Les Français ne sont pas mauvais dans cette course. Les Japonais entrent vraiment en scène à partir de 78, avec le succès du jeu Space Invaders, une histoire d'invasion alien, puis en 1980, avec le célèbre Pac-Man de Namco, et en 81 avec Donkey Kong de Nintendo, qui introduit le personnage de Mario le super plombier. Ce sont alors essentiellement des jeux de console d'arcade, c'est-à-dire qu'il faut se rendre dans un lieu public pour pouvoir y jouer sur de grosses machines. Parallèlement se développent les consoles de salon, puis les consoles portatives et les jeux qui pourront s'installer sur des ordinateurs. Le Japon s'imposera vraiment comme leader suite au crash de l'industrie du jeu vidéo aux États-Unis en 1983. Si je résume ce que tu viens de dire, on pourrait simplifier en disant qu'on attribue au Japon une industrie du divertissement en réalité coproduite et co-souhaitée par tous les pays de l'hémisphère nord, le Japon étant juste le pays le mieux outillé pour réaliser cette transformation. Exactement. Éloignons-nous des animés et autres jeux vidéo. Pour les plus de 50 ans, le mot Japon évoque d'abord les 2 bombes atomiques de Nagasaki et Hiroshima. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est interdit d'armée et il a développé ce qu'on appelle le soft power. L'État japonais injecte des finances importantes dans de grandes manifestations comme Japan Expo qui se tient depuis plus de 20 ans à Paris ou, plus près de nous, Polymanga à Montreux. Le mot soft power a même été inventé pour parler du Japon et de sa stratégie pacifique. Ce mot signifie que la puissance n'est pas militaire ou économique, mais culturelle. Depuis une trentaine d'années, le Japon joue consciemment la carte du soft power avec le slogan Cool Japan. Au niveau des grands succès, on peut citer le film d'animation Le voyage de Chihiro, du dessinateur Hayao Miyazaki, premier film d'animation à avoir gagné un Oscar. Ou les produits dérivés autour du personnage Hello Kitty, qui réalise un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard par an. Ou Pokémon, qui est diffusé dans 65 pays et traduit dans plus de 30 langues. Cool Japan, c'est donc une stratégie officielle de diffusion de dessins animés ? Non, pas seulement. C'est une stratégie en 3 étapes, incluant des partenariats importants entre le secteur privé et le politique. Il s'agit premièrement de susciter l'intérêt pour la culture japonaise, également au niveau traditionnel, gastronomique et sociétal. Ensuite, il faut que cet intérêt se transforme en consommation de produits culturels, afin de soutenir l'économie japonaise. Et enfin, il s'agit d'attirer les individus sur le sol japonais. Cette dernière étape se réalise à travers le tourisme, l'organisation des Jeux olympiques, etc. Avant la crise de la Covid-19, le Japon s'attendait à 30 millions de visiteurs. Et quel est l'objectif de cette stratégie ? L'objectif est clairement de stimuler l'économie. Le PIB annuel du Japon stagne depuis plusieurs années, avec moins de 1% de croissance annuelle. Le Japon demeure la 3e puissance économique mondiale derrière les États-Unis et la Chine, mais le pays souffre d'un manque de productivité notamment lié au vieillissement de sa population. Il peine également à se remettre de l'éclatement d'une bulle immobilière et financière construite entre 86 et 90. Lorsqu'elle éclata au début des années 90, certains biens immobiliers acquis au centre de Tokyo au milieu des années 80 ne valaient plus que 1% de leur valeur d'achat. De nombreux biens stagnent encore aujourd'hui à 10% de leur valeur d'achat. Des banques importantes ont fait faillite et de nombreux Japonais y ont laissé leurs économies. Certains analystes lient le succès mondial des productions culturelles japonaises aux besoins de postmodernité de la jeunesse mondiale. Pour rappel, la modernité est à son apogée avec l'invention de la machine à vapeur au milieu du XVIIIe siècle et la société industrielle qui en découle. Elle habite l'Europe et l'Amérique du Nord. Au Japon, elle a été imposée de l'extérieur à partir de 1853 lorsque 4 gros navires armés américains ont obligé l'île à s'ouvrir au commerce international et 100 ans plus tard, lorsque l'île fut placée sous protectorat américain après sa défaite dans la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais vivent souvent la modernité comme imposée de l'extérieur et semblent donc plus capables de s'en distancer, ce qui convient bien aux jeunes générations. Oui, c'est une raison importante du succès des mangas et autres productions japonaises. Beaucoup de jeunes cherchent des réponses et des sorties aux pressions et défis économiques et environnementaux actuels. À cela s'ajoute le fait que les Japonais sont capables de produire des contenus en masse et de les diffuser quasi instantanément de manière mondiale.
ainsi que le fait que les États-Unis sont un peu coincés avec des contraintes idéologiques et politiques qui brident leur créativité culturelle. D'après un récent sondage international, le Japon est actuellement le pays dont l'influence dans le monde est jugée la plus positive. C'est vrai en Occident, mais pas dans les pays limitrophes. En Asie, son passé de pays impérialiste et totalitaire est encore bien présent. Certaines victimes sont encore en vie. Ce n'est que récemment, par exemple, que la Chine a autorisé la diffusion de dessins animés japonais sur ses chaînes de télévision. Si certains auteurs de contenu arrivent à faire connaître aux jeunes générations des réalités comme le massacre de Nankin, d'autres n'hésitent pas à réviser l'histoire pour correspondre au concept de Cool Japan. Ce qui passe inaperçu en Occident est inacceptable pour les victimes et descendants de victimes. On touche là à une des limites de la stratégie du Cool Japan. L'émergence de la Corée du Sud et de la Chine comme puissance culturelle l'affaiblissent également, comme les difficultés actuelles du gouvernement japonais, empêtré dans de nombreux soupçons de corruption. L'argent investi dans le soft power n'arrive pas jusqu'aux producteurs de biens culturels, souvent sous-payés et dépossédés des droits d'auteur sur leurs œuvres. Tu as parlé de la montée en puissance de la Corée du Sud et de la Chine. On s'intéresse un peu à la Corée ? Depuis une dizaine d'années, la pop culture coréenne se propage à un rythme effréné. Les groupes de K-pop sont rapidement devenus la référence musicale de nombreux fans dans le monde entier. La pop japonaise n'a jamais atteint ce stade de popularité internationale. Pendant à peu près 30 ans, le Japon a été la seule superpuissance culturelle en Asie. Ce monopole vient de prendre fin et la montée en puissance du soft power sud-coréen est un très grand défi et un très grand risque pour le Japon. Comme le Cool Japan japonais, la Hallyu Wave coréenne est une stratégie tout à fait consciente et maîtrisée de l'État sud-coréen. Comment différencie-t-on les deux stratégies ? Je dirais que le Cool Japan consiste en la diffusion à l'extérieur de ses frontières de produits japonais conçus par les Japonais pour les Japonais, alors que la Hallyu Wave est la mise à disposition de savoir-faire sud-coréen au service de produits internationaux. La K-pop se chante souvent en anglais, et il est possible de publier sa propre histoire sur Webtoon, même si on n'est pas coréen. Webtoon ? C'est une plateforme de distribution des mangas coréens qu'on appelle les manhwas. Ces histoires sont conçues pour les smartphones, avec des cases que l'on scrolle, plutôt que des pages que l'on tourne. Depuis 2014, l'intérêt pour les webtoons progresse de manière stable et constante, alors que celui pour les mangas vacille un peu. Le Japon est toujours leader dans la production de mangas, mais l'avenir pourrait lui porter un coup dur. À bas de livres, il me semble que les jeunes qui s'intéressent au manga regardent également les productions coréennes en les mettant dans le même panier. Je ne crois pas que nos lecteurs imaginent la concurrence. Au mieux, conçoivent-ils peut-être une filiation. Ils font par contre bien la différence d'avec les héros américains de Marvel. On consomme les différentes productions sans toujours percevoir les enjeux stratégiques associés. Américains, japonais, coréens, franco-belges. Lorsqu'on s'intéresse à la BD, on a une sacrée porte d'entrée sur les cultures des différents continents. Chez nous, depuis l'arrivée des mangas, notre BD franco-belge est remontée dans l'estime des parents et enseignants et le roman graphique a pu se faire une jolie place dans les librairies. Il faut toujours un mal-aimé au bout de la chaîne. Le manga a ainsi permis à la BD traditionnelle de changer d'échelon en reprenant sa mauvaise place. Les premiers mangas traduits en français à la fin des années 80 ne sont pas le fruit des éditeurs traditionnels, qui leur font très mauvaise presse et tentent plutôt le barrage. Ce sont des passionnés qui sont tombés dedans enfants par l'intermédiaire des jeux vidéo et des séries animées et qui ont lancé de nouvelles éditions lorsqu'ils sont devenus adultes et entreprenants. Aujourd'hui encore, il faut souvent aller dans des magasins spécialisés dans la culture jeune ou dans la culture nippone pour acheter des mangas. De nombreuses bibliothèques rechignent à les cataloguer. Comment expliquer ce phénomène et quelle est notre position à bas de livres par rapport à ces livres ? La consommation des mangas est plus à comparer avec celle des magazines qu'avec celle des BD traditionnels. Si un auteur de BD classique produit en moyenne 60 planches par an, le mangaka peut en faire jusqu'à 100 par semaine. L'amateur de BD traditionnel devra peut-être attendre plusieurs années pour conclure son cycle, alors que l'amateur de manga pourra dévorer 600 pages chaque 2 semaines. Il y a pléthore de titres, et les bibliothèques hésitent souvent à entrer dans cet univers qui leur semble trop vaste pour être couvert correctement. À bain de livres, nous avons longtemps été ignorants, incapables de répondre à la demande des jeunes. Les premiers mangas que nous avons achetés ne sont jamais sortis, car c'était de la bande dessinée d'auteurs primée à Angoulême, mais très loin des attentes des jeunes. Il nous a fallu du temps
pour entrer dans l'univers des shonen et shoujo et proposer des titres qui résonnaient avec l'actualité des jeux, produits dérivés et séries télévisées. Est-ce qu'on arrive à résumer en quelques mots l'univers des mangas et ce qui fait leur attractivité ? Les jeunes peuvent très facilement s'approprier les mondes développés et ils peuvent s'y reconnaître. Ils s'y sentent encouragés et aidés à grandir. Le manga réalise le tour de force d'être à la fois très plein et très vide. Il est bourré de matériaux de notre inconscient collectif, de personnages et de rebondissements. Mais n'imposant à son lecteur ni une tonalité, ni un héros, ni un sens univoque, le manga est infiniment plastique. Un peu comme une caisse de Lego pleine de briques de couleurs, potentiellement assemblées différemment. Cette plasticité explique qu'il ait pu sortir de sa sphère culturelle historique d'origine et que dans son lectorat international, on trouve aussi bien des collégiens que des jeunes défavorisés. Leurs scénarios se nourrissent des traumatismes, des peurs et des désirs de tous les adolescents du monde et répondent à certains besoins primitifs, comme le besoin d'être rassuré, mieux que beaucoup d'autres supports. Cela étant, il n'y a pas que les mangas au Japon, non ? Les mangas sont la principale porte d'entrée culturelle des moins de 30 ans. Comme à Bad Livre, nous travaillons surtout autour de la lecture, nous leur avons consacré la part du lion dans ce podcast. Le Japon traditionnel séduit par la pureté et la simplicité des jardins zen, par l'art des pliages en papier qu'on appelle origami ou l'ikebana, qui est un art floral. Les Occidentaux retiennent du Japon les fleurs de cerisier et les kimonos des geishas comme autant d'éléments d'une culture à la fois simple et raffinée. Les arts martiaux sont également un puissant vecteur de la culture japonaise. Ils transmettent des valeurs culturelles, spirituelles et physiques. Ils sont en filiation directe avec le long règne des samouraïs entre le XIIe et le XIXe siècle. 6 arts majeurs s'exportent aujourd'hui. Le karaté, le judo, l'aïkido, le kyudo, le kendo et le sumo. À ne pas confondre avec le taekwondo, qui est coréen, ou le kung-fu et le tai chi, qui sont chinois. Les autres pays asiatiques ne sont jamais loin. Pour ma part, ce qui me touche le plus, c'est l'art du kintsugi, qui consiste à habiller de laque et d'or les fissures des objets pour en faire des objets réparés plus beaux que les originaux. Les rides des vieux appartiennent à cet art. Elles sont vénérées. Ce sont des valeurs en complète contradiction avec celles de nos sociétés actuelles faites de jeunisme et de jetables. J'espère qu'elles s'imposeront dans la postmodernité. Nous pourrions terminer notre podcast avec ces mots empreints de sagesse. Mais ça serait bizarre d'oublier de causer des kamishibai. C'est vrai, nous sortons si souvent nos petites boîtes en bois. L'art du kamishibai est apparu au Japon au XIIe siècle dans les temples bouddhistes. Les moines utilisaient alors des parchemins imagés pour instruire les adultes majoritairement non lettrés. À partir du XVIIe siècle, le kamishibai connaît sa forme actuelle de théâtre de bois, dans lequel défilent des images de papier avec le texte à narrer au verso. Le kamishibai connaît son apogée dans les années 1920, avec des conteurs qui circulent de village en village sur leur vélo. Les spectacles sont gratuits, les conteurs gagnent leur vie en vendant des bonbons. Les enfants qui en achètent obtiennent les meilleures places. À cette époque, plus de 10 000 personnes gagnent ainsi leur vie. Les histoires sont généralement des feuilletons qu'ils reprennent à chaque passage. L'histoire s'arrête brusquement dans les années 60, avec le passage des enfants de la rue au salon et des conteurs aux ateliers de mangaka et à la télévision. On retrouve ici le début de notre podcast. Depuis les années 80, le kamishibai réapparaît dans les écoles et les bibliothèques et dans la rue. À Bad Livre, nous n'hésitons pas à allumer très souvent notre petite télévision de bois, très bon médium pour partager le plaisir de lire. Arigato pour toutes ces infos. C'était dense. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous partager et à découvrir nos autres podcasts et productions sur notre site internet www.badelivre.ch. Et découvrez également d'autres éclairages dans le Plouf numéro 2, notre toute nouvelle revue papier, et dans les vidéos partagées sur notre site. Sayonara et à bientôt.